qui fait partie des réfugiés de 1948. Et il fallait que... Écoute, j'insiste pour qu'il me parle de son expérience. Et c'est juste en tant qu'adulte et à cause d'un projet organisé par une femme juive que j'ai dit, hey, qu'est-ce qui est arrivé? Mais t'es palestinien, on est palestinien, c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé en 1948? Ta maison avait l'air de quoi? Donc, ils ne veulent pas en parler. Mais en t'écoutant aussi, je pense que la douleur ou ce que les sionistes ou Israël est en train de nous faire, je pense pas que ça fait partie de mon identité. Jamais. Moi, je pense que mon identité est belle et le plus qu'ils essayent de l'abîmer, le plus que je veux la protéger. Mais ça fait partie de mon parcours. Moi, sur mon CV de vie, là, il y a douleur, réfugié, la question de where would I be? Where would I be if the Nakba didn't happen? I don't think I would be here. Les survivants de 48, que mon père fait partie de ces survivants, je pense, parce que maintenant, mon père, si je lui demande de raconter des histoires à mon fils, il ne peut pas le faire. C'est trop pour lui. C'est trop. Dans sa mémoire, c'est tellement encore réel, puis vif, puis il ne peut pas lui en parler. Parfois, il arrive à nous transmettre quelques histoires, plus par l'entremise peut-être de ma mère. Ma tante m'a raconté beaucoup d'histoires, des histoires que je connaissais à travers ma tante, qu'elle était beaucoup plus jeune, elle est d'ailleurs née au Liban, mais elle a pu obtenir toutes ces histoires. Mon oncle, qui est resté là-bas, puis qui était engagé dans le combat là-bas, alors c'est à travers elle qu'on a eu cette histoire. Mais je pense pour les survivants de 48, c'est difficile de s'asseoir puis dire ben voici ce qui est arrivé, ils sont venus, ils ont violé, ils ont terrorisé, ils ont détruit, ils nous ont jetés à la porte, ils ont massacré des gens devant nos yeux, puis oui, et puis c'est ça. Non. Moi, il ne m'a jamais raconté une histoire complète. D'ailleurs, quand il est retourné pour visiter, puis il est reparti parce qu'on avait une maison à Haïfa, il y avait deux maisons, une qui est toujours là, puis l'autre qui s'est transformée en station de métro. Puis il est retourné pour visiter sa maison, puis jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il ne m'a jamais raconté l'histoire complète. Chaque fois, il y a un instant où il doit s'arrêter, puis ça y est, parce qu'il me parle de sa maison, de sa mère, de son père, de ses frères qui sont nés là-bas, de ses souvenirs d'enfance, de là où il jouait. Puis ensuite, la première chose qui lui vient ensuite, qu'il se souvient, c'est la terreur, qu'il fallait qu'il se cache, parce qu'il y avait les soldats, puis il y avait des terroristes qui sillonnaient les rues, puis il ne fallait pas qu'il sache qu'il y avait plein d'enfants puis des femmes dans cette maison. Fait qu'il ne peut pas, je pense pas, il est rendu là, puis il n'y a personne qui est venu un jour, puis de reconnaître, parce que ça c'est aussi une autre chose, il n'y a personne qui reconnaît ce qu'on a vécu. Il n'y a personne qui est en train de nous dire c'était difficile. Tout le monde est en train de nous dire arrêtez, c'est assez, on a négocié avec vous, ça ne fonctionne pas, vous avez fait telle chose, ça ne fonctionne pas. Mais il n'y a personne qui a jusqu'à date reconnu les massacres, le terrorisme, le génocide qui a été commis envers les Palestiniens dans leur terre natale. Puis je pense que c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas en parler, parce que c'est comme chacun d'entre nous, quand on vit un traumatisme, on ne peut pas juste commencer à parler. En passant, c'est ce qui m'est arrivé. Il faut faire le deuil, il faut que quelqu'un vienne reconnaître notre douleur, puis ensuite on va commencer peu à peu à en parler. Mais jusqu'à date, il n'y a aucun d'entre eux qui nous parle directement. Je ne pense pas qu'ils sont capables encore, la douleur, elle est encore trop réelle pour eux, pour nous en parler. Well, I think anything